Alors aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment à part. On a sur la table un texte qui s'appelle Man from Planet Risk, signé d'un certain York. Et je préviens, il faut s'accrocher. Oui, parce que la prémisse de départ, elle est, disons, ambitieuse. C'est le mot. L'auteur ne se présente pas du tout comme un penseur, mais comme une entité extraterrestre. Il s'appellerait Ianoun et viendrait de la 19e galaxie. Et il est sur Terre pour une mission bien précise. C'est vraiment la clé de tout le texte. Il parle d'une rééducation spirituelle de l'humanité. Ou d'une partie de l'humanité en tout cas. Oui, d'une fraction. Et le but, c'est de révéler une histoire cachée. L'histoire de l'univers, de notre ADN, de notre potentiel oublié. Notre objectif pour cette analyse, c'est de décortiquer un peu l'architecture de ce système, de voir comment toutes les pièces s'emboîtent. La cosmologie, la génétique, l'histoire, c'est un monde en soi. Avec une logique interne très très forte. Commençons par les origines alors. D'où vient précisément cet homme de la planète Zik ? Le texte donne pas mal de détails. Ah oui, la précision est importante dans ce récit. Il dit venir d'une planète nommée Zik. Zik. Oui. Et elle serait dans un système trisolaire. 3 soleils. 3 soleils. Le tout dans la 19e galaxie qu'il nomme Iliowoon. Il s'identifie comme un Elohim ou un Anunnaki. Et il se serait incarné sur Terre à une date précise. Le 26 juin 1945, juste après la guerre en Europe. Et cette incarnation, elle a un but, préparer un groupe d'élus. Les fameux 144 000. Exactement. Ce chiffre, on le connaît, il apparaît dans la Bible notamment. Quelle est sa signification ici ? Ici c'est très littéral. Ce sont des gens qui sont destinés à être récupérés par un vaisseau mère. Récupérés physiquement. Physiquement, oui. Et ce vaisseau, ce serait Nibiru. Ah, Nibiru. Alors là, on en entend souvent parler comme d'une planète qui va percuter la Terre. C'est ça. Mais là, le texte tord complètement cette idée. Ce n'est pas une planète menaçante. C'est quoi alors ? C'est le 12e membre de notre système solaire, mais c'est un immense vaisseau artificiel. Une cité de cristal qui revient de façon cyclique. Pas pour détruire, mais pour récolter. D'accord. Donc on a un messager, des élus, un véhicule, mais le texte ne s'arrête pas là. Il réécrit carrément la naissance de notre planète. C'est même le fondement de tout le reste. Selon ses écrits, la Terre, à l'origine, s'appelait Tiamat. Tiamat. Et elle était située entre Mars et Jupiter. Et il y aurait eu une guerre cosmique. Et Nibiru, le grand vaisseau, serait entré en collision avec Tiamat. Une collision. Volontaire. Un accident. Le texte suggère un acte de guerre. L'impact aurait été cataclysmique. Une moitié de Tiamat pulvérisée, ce qui aurait créé la ceinture d'astéroïdes. Ah oui, d'accord. Et l'autre moitié, elle, aurait été projetée sur une nouvelle orbite, plus proche du Soleil. Et c'est devenu la Terre. Ou qui, comme le texte l'appelle. Donc si je suis bien, on vit sur les débris d'un champ de bataille cosmique. C'est exactement ça. Notre existence vient d'une naissance violente. Ça change la perspective. Et la Lune, dans tout ça ? La Lune, ou Sheshki, serait une ancienne lune de Tiamat. Elle aurait été entraînée avec nous. Cette cosmologie, elle est essentielle pour comprendre la suite du récit sur qui nous sommes. Justement, cette histoire de monde brisé, ça amène forcément à la question de notre biologie. Est-ce qu'on en porte des traces ? Et c'est là qu'on bascule vers la génétique. Absolument. Le lien est direct. Le texte affirme que notre ADN, c'est bien plus qu'un plan biologique. C'est un disque dur, un enregistrement de tout. De tout ? Des expériences, des pensées et surtout des traumatismes de nos ancêtres. Ça fait penser un peu à l'épigénétique, mais poussé à l'extrême. C'est ça, mais avec une dimension mémorielle. Le texte donne un exemple clair. Si votre ancêtre s'est cassé une jambe, vous n'héritez pas de la jambe cassée. Logique. Par contre, la peur, le choc, le traumatisme lié à cet événement, ça peut s'inscrire dans le code génétique et se transmettre. C'est fou. Et le document va plus loin. Il parle de la volonté comme étant encodée. Il y a la volonté vive et la volonté vague. Oui, c'est une vision de la moralité qui est presque physique. Génétique. La volonté vive, c'est la force qui pousse à faire des choix clairs, délibérés. L'action. Et la volonté vague ? C'est l'opposé. La passivité, l'indécision. Et cette dualité, ce n'est pas juste psychologique, c'est une bataille quasi magnétique qui se joue dans nos gènes. Donc notre capacité à être décisif ou passif serait en partie héritée. C'est assez déterministe, et ça se connecte à cette autre idée du cerveau comme ordinateur holographique. Oui,
Et là, on retrouve un thème populaire. On n'utiliserait qu'une petite partie de notre cerveau. Le texte dit 7%. Et les 93% restants? En sommeil, en attente d'activation. Et bien sûr, c'est le cœur de la mission des Yanoun. Ils seraient là pour nous donner les clés de redémarrage. Mais l'élément le plus spectaculaire, je crois, c'est l'histoire de la glande de Baratari. Ça sort de nulle part. C'est le point de bascule, ce qui explique notre chute. D'après le texte, les premiers humains avaient un organe en plus dans le cerveau, la Baratari glande. Et elle servait à quoi, cette glande? Elle était la source de nos capacités les plus élevées. Elle nous donnait accès à 4 sens supérieurs. Lesquels? La télépathie, la clairvoyance, l'intuition et la psychométrie. La psychométrie. La capacité de lire l'histoire d'un objet juste en le touchant. En gros, on était des êtres psychiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a perdu? Pire, on nous l'aurait enlevé. Pardon? Enlevé? Oui, le texte affirme que les Anunnaki, nos créateurs, ont fait une opération chirurgicale à l'échelle de l'espèce. Ils ont retiré physiquement cette glande. Mais pourquoi? Et dans le monde matériel des 5 sens. Ce n'est plus une faute morale comme le péché originel, c'est une amputation. C'est précisément ça. Et ça transforme l'idée d'éveil spirituel en un truc presque matériel. Ce n'est plus une métaphore. C'est la promesse de récupérer un organe perdu. Et la mission d'Yawanoun inclut la réinsertion de cette glande pour les 144 000. Tout à fait. Pour qu'ils retrouvent leur pleine capacité. On voit bien comment tout se tient, le monde brisé, l'être humain amputé. Logiquement, l'étape suivante, c'est de voir comment ça s'insère dans l'histoire qu'on connaît. Exactement. Le texte tisse sa toile en réinterprétant des figures et des événements connus. C'est une technique classique pour renforcer sa crédibilité. On a des exemples? Bien sûr, Nikola Tesla. Dans le texte, ce n'est pas juste un inventeur de génie. Ah non. C'est un Vénusien, un extraterrestre dont les technologies pour l'énergie libre ont été supprimées. D'accord. Et l'expérience de Philadelphie, j'imagine qu'elle y est aussi. En plein dedans, l'histoire du navire devenu invisible. Oui. Le texte dit que c'était bien plus dangereux. Une tentative de maîtriser le voyage dans le temps qui aurait mal tourné. Ça aurait créé une déchirure dans l'espace-temps. Une déchirure. Oui, un vortex qui s'ouvrirait tous les 10 ans depuis 1943. Roswell aussi, bien sûr, tout y est. Tout le folklore ufologique est réorganisé pour servir cette grande narration. Ce qui nous amène à cette idée très étrange du temps qui s'accélère. Le « maintenant » écrit en majuscule. Oui, c'est une explication à cette impression que beaucoup de gens ont, que le temps passe plus vite. Pour le texte, ce n'est pas psychologique. C'est un phénomène physique. Un changement dimensionnel qui aurait commencé en 1970. L'espace-temps lui-même se contracterait, les journées seraient objectivement plus courtes en termes vibratoires. Et ce serait le prélude à autre chose, j'imagine. Un changement génétique global, un éveil forcé, où les codes dormants de l'ADN commenceraient à s'activer sous la pression de cette accélération. C'est vertigineux. Et au milieu de tout ça, il y a un outil de contrôle qu'on n'attendait pas, la musique. Et pas n'importe comment, le texte est d'une virulence extrême contre la musique moderne, il se focalise sur un détail technique, la fréquence du La. La fréquence d'accordage. C'est ça, le passage au standard de 440 Hz après 1925, au lieu d'un supposé standard plus naturel de 432 Hz, serait un acte délibéré. Délibéré. Bah, par qui et pourquoi? Par des êtres malveillants pour perturber nos biorhythmes. La fréquence de 440 Hz est décrite comme agressive pour notre biologie. Agressive comment? Le texte utilise une analogie très forte. Il compare l'effet de la musique à 440 Hz à celui d'un micro-ondes qui cuit lentement les cellules du cerveau. C'est une information radicale. Et l'alternative, ce serait quoi? L'alternative, c'est le son originel, le Om, ce son qu'on trouve dans les traditions orientales. Ce serait le ton sacré de l'univers, une fréquence qui peut réaligner le corps et l'esprit. Et le but de la musique à 440 Hz serait de nous empêcher de nous accorder à cette vibration? Exactement, de bloquer l'éveil. Le contrôle passe aussi par les oreilles. Bon, arrivé au bout de cette exploration, si on prend un peu de recul, que retenir de tout ça? C'est une densité folle. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est la cohérence interne du système. Chaque élément renforce une narration centrale, celle de la dépossession. Et de la restauration promise. Oui, l'idée c'est que l'humanité actuelle n'est qu'une version diminuée d'elle-même. Son potentiel lui a été volé. Que ce soit par la destruction de Tiamat, le retrait de la glande de Baratari ou la musique. Et la solution, évidemment, est apportée par le messager, mais seulement pour un petit nombre.
C'est ça. C'est un système de croyances complet où tout est interconnecté. De l'astronomie à la musicologie, tout s'inscrit dans cette grande fresque. Et pour laisser une dernière pensée en suspens, le texte ancre notre perte de potentiel dans un acte très physique, le retrait de cet organe. Et la question provocante qui en découle, si on met de côté le récit lui-même un instant, c'est la suivante. Oui. Et si notre perception de la réalité était effectivement limitée, pas par un complot mais par notre propre biologie? Si des capacités comme la télépathie ou l'intuition profonde n'étaient pas des fantasmes mais juste des potentiels latents, endormis dans notre cerveau? Quelle serait la nature de notre expérience si ces portes, d'une manière ou d'une autre, venaient à s'ouvrir?